Cet appareil est un bombardier, un Rockwell B1, un des 4 seuls prototypes jamais construits. S'il avait été accepté par l'US Air Force, cet avion aurait été le plus rapide et celui disposant du plafond le plus élevé jamais mis en service. D'une façon paradoxale, l'Air Force a accepté au bout du compte un appareil d'aspect pratiquement identique qui volait moitié moins vite que le B1, mais qui était bien plus redoutable. Tout au long de son développement, le B1 a dû faire face à peu près au même problème que le premier bombardier stratégique américain, le B-17. L'histoire du B-17 commence en 1935 par un appel d'offres pour un bombardier multimoteur. Les militaires s'attendaient probablement à un bimoteur, mais Boeing, faisant preuve d'une prescience remarquable, leur soumet un avion quadrimoteur. Malgré son avance technologique, le Boeing 299 n'a pas été très bien accueilli. Un accident au cours des premiers essais, avec en plus l'opposition de certains militaires qui étaient persuadés qu'un quadrimoteur de cette taille serait difficile à manœuvrer au combat, ont fait perdre à Boeing la première commande. Par chance, certains officiers de l'Air Corps ont encouragé Boeing à poursuivre le développement de son appareil géant. En travaillant avec son propre argent et en se battant contre la réduction des financements publics, Boeing a continué de développer cet avion qui finira par entrer dans l'histoire. Cette décision a été justifiée par l'évolution du monde. L'émergence des forces de l'Axe a obligé l'administration Roosevelt à revoir sa position sur le bombardement longue distance, rôle auquel le B-17 était parfaitement adapté. C'est la Royal Air Force qui a reçu les 20 premières forteresses volantes pour opérer des bombardements, mais aussi pour les évaluer. La tentative britannique n'a pas été une grande réussite. Les B-17, surnommés Forteresse 1 par les Britanniques, ont été bien accueillis par une Grande-Bretagne à court d'armement, mais leur carrière sera courte et très agitée. À une altitude de 10 000 mètres, les équipages de la RAF espéraient échapper à la chasse allemande. Mais cette altitude n'a pas été un problème. Le B-17 n'était pas suffisamment armé. Au vu des résultats obtenus par la RAF, les ingénieurs de Boeing se sont remis au travail. Ils ont dû repenser leur appareil. Il a fallu renforcer son blindage, ce qui a réduit d'autant sa capacité d'emport de bombes. Avec la prolongation de l'effort de guerre, les usines d'armement américaines ont dû engager des femmes. La production du B-17, un avion dont personne ne voulait au début, est devenue une priorité stratégique. Autre modification sur les Flying Fortress de la deuxième génération, le rempennage redessiné pour pallier le manque de stabilité des premiers modèles. La transformation la plus importante sera celle de l'armement défensif. Le fuselage arrière était désormais hérissé de mitrailleuses, certaines installées sur des tourelles motorisées. En Europe, les B-17 assignés au bombardement de jour ont continué à subir de lourdes pertes. Elles ne diminueront qu'après la mise en place de chasseurs d'escorte. Même dans cette configuration, mais sans poste de tir supplémentaire, les Flying Fortress seraient restés des proies faciles pour la Luftwaffe.
Les bombardements stratégiques ont coûté très cher en vies humaines, mais leurs résultats les ont justifiés. Ils ont désorganisé l'industrie allemande et ralenti la machine de guerre nazie. Cette façon de mener la guerre était efficace, mais coûtait très cher. L'Allemagne n'a jamais disposé d'un quadrimoteur équivalent au B-17. Mais les chercheurs allemands sont arrivés à fabriquer une arme nouvelle, potentiellement très efficace. Elle ne risquait en aucune façon de coûter cher en vies humaines aux nazis et elle a semé la panique parmi les Alliés. Le V1, propulsé par pulsoréacteur, a été le précurseur de toute une nouvelle génération d'armes. Le V1 a eu pour principal résultat d'effrayer la population civile car son système de guidage manquait de précision. Cette arme était astucieuse, mais pouvait être détruite par la DCA ou par des chasseurs rapides. Mais les Alliés n'avaient aucun moyen de répliquer au V2 la deuxième génération d'armes de ce type utilisée par Hitler. Ce missile balistique a été développé par von Braun et avec son équipe, il est arrivé à pousser la technique du bombardement aérien à un niveau jamais imaginé par aucun des Alliés. Pendant ce temps, les chercheurs américains avaient développé le système de tir automatique. Ils avaient aussi travaillé sur les fuselages pressurisés pour relever le plafond limite des bombardiers à haute altitude, tels que le B-17. Les Américains étaient partisans d'améliorer les technologies existantes qu'ils étaient capables de produire rapidement en série. Toutes ces innovations, ainsi que bien d'autres, on les retrouve sur le B-29. Cet avion représentait ce qu'on pouvait faire de mieux en matière de bombardier à moteur à piston. L'énorme capacité de production des États-Unis s'était retrouvée mobilisée. Le B-29 ne sera jamais déployé en Europe. Son objectif principal était le Japon. Dans le Pacifique, les équipages ont pu vérifier que son artillerie automatique était bien supérieure à celle du B-17. Le B-29 n'en était pas moins un appareil conventionnel, conforme au principe américain qu'il vaut mieux améliorer ce qui existe déjà. Il y aura tout de même une exception de taille, la bombe atomique. Il suffira d'un seul B-29 pour la transporter et changer ainsi le cours de l'histoire. Pendant toute la guerre, les bombardiers alliés ont fait la preuve de leur énorme capacité de destruction. À la fin du conflit, les bombardiers lourds en rayon d'action étaient devenus l'arme suprême de leur époque, en tout cas leur vecteur. Les Américains se sont aussi intéressés de très près aux V2 capturés aux Allemands. Transportés aux États-Unis, ils y ont été examinés, mais ils ne présentaient pas un grand intérêt en raison de leur rayon d'action limité. La suprématie des bombardiers à grand rayon d'action sera tout de même remise en cause. L'Osnark, un missile intercontinental qui avait une portée de 8000 km, est apparu en 1946, même s'il a fallu attendre le début des années 50 pour qu'il soit opérationnel. Cet héritier, très élaboré du V1, sera une grande réussite.
À la fin des années 40, le transport des bombes atomiques restait l'apanage des bombardiers lourds à grand rayon d'action. Le B-36 a été le premier vrai bombardier intercontinental. Sa protection était assurée par le nombre incroyable de ses positions de tir. Le B-36 a été souvent surnommé Big Stick ou Peacemaker. Il était propulsé à la fois par des moteurs à piston et par des réacteurs. Le Strategic Air Command américain était ainsi en mesure de toucher n'importe quel point du globe. En 1947, les Américains ont ajouté un étage à des V2. Elles avaient ainsi une bien meilleure portée et l'US Air Force a commencé à s'y intéresser. Cet intérêt s'est renforcé après les interventions soviétiques à Berlin et en Tchécoslovaquie en 1948. L'inquiétude des Américains n'a fait que grandir quand l'Union soviétique, qui avait été son allié durant la Deuxième Guerre mondiale, a fait exploser sa première bombe atomique en 1949. Au début des années 50, les appareils conventionnels avaient une voilure en flèche et étaient équipés de réacteurs. C'était le plus sûr moyen de transporter l'arme nucléaire. Il représentait la meilleure dissuasion possible contre une menace soviétique grandissante. Les relations entre les deux super grands se sont encore refroidies avec la guerre de Corée. Le décor de la guerre froide et de la dissuasion nucléaire était désormais planté. Disposer du meilleur vecteur devenait essentiel. Parmi les appareils conventionnels, le meilleur vecteur de l'US Air Force était son fameux Boeing B-52. Le rayon d'action, déjà exceptionnel du B-52, a encore été rallongé avec l'installation d'énormes réservoirs. Il pouvait être largué pour améliorer son aérodynamique. Le B-52 était le meilleur moyen pour transporter la bombe atomique. C'est aussi lui qui va servir à développer une arme encore plus dévastatrice, la bombe à hydrogène. Sur ces images, prises dans une base de haute sécurité du Pacifique, des techniciens installent une charge nucléaire de la nouvelle génération. Elle est de la même taille que la bombe A d'Hiroshima, mais 100 fois plus puissante. L'URSS a entraîné l'accélération du processus de défense américain. Avec la guerre froide, les chercheurs américains ont disposé du plus gros budget jamais consacré à une seule arme pour mettre au point les premiers missiles balistiques véritablement intercontinentaux. Sous la pression d'une guerre à la fois d'intimidation et technologique, les États-Unis ont mobilisé leur capacité de production pour mettre en place un système de défense qui a éclipsé les bombardiers. Les missiles balistiques intercontinentaux sont devenus les vecteurs privilégiés de la dissuasion nucléaire américaine. En face, il y avait un nombre égal, sinon supérieur, de missiles soviétiques. Cet arsenal a permis de maintenir l'équilibre. Aucun des deux protagonistes ne pouvait envisager un conflit nucléaire sans être certain d'être lui-même anéanti. Mais ce système avait aussi un côté négatif. Avec les missiles, c'était du tout ou rien, alors que l'envoi de bombardiers représentait une menace graduée. Les B-52, équipés de missiles à courte portée, ont donc continué d'être utilisés. Certains de ces missiles, le Hound Dog par exemple, avaient une voilure conventionnelle et étaient propulsés par des réacteurs, un concept finalement assez proche des V1.
Le XB-70 Valkyrie représentait un progrès considérable dans le domaine des bombardiers pilotés. Il n'était pas facile de succéder au B-52, mais North American a osé proposer un projet courageux et génial. Le XB-70 est aujourd'hui encore le meilleur exemple de ce à quoi on peut arriver en associant haute technologie et ingéniosité. L'Air Force voulait un nouveau bombardier qui vole à 3 fois la vitesse du son et à une altitude très élevée, hors de portée des défenses soviétiques. Ces performances devaient suffire au XB-70 pour se protéger. Malgré la domination grandissante des missiles intercontinentaux balistiques, le XB-70 devait donner à l'Air Force la flexibilité propre aux appareils pilotés, un atout supplémentaire pour les Américains. Ce programme sera brutalement abandonné. Pour qu'il soit abandonné, il suffira que les Soviétiques fassent la preuve de la précision de leurs missiles sol-air. Une fois de plus, une technique utilisée par l'Allemagne pendant la guerre allait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'armes. Pendant les derniers mois du conflit, les Allemands avaient développé une voilure à géométrie variable. Ces ailes vont faire leur réapparition sur les avions X étudiés par les Américains. Il a fallu des années de recherche pour améliorer le concept de la voilure à géométrie variable. Le premier appareil à en disposer véritablement sera le F-111, un avion remarquable fabriqué par General Dynamics. Son pilote pouvait modifier la configuration de sa voilure en cours de vol. Une aile delta pour les hautes vitesses, une position droite en approche d'objectif au ras du sol, en dessous de la couverture radar ennemie. La mise au point d'un radar de poursuite de terrain était essentielle pour voler véritablement au ras du sol. Avec ce système, le pilote sélectionnait une altitude minimale à laquelle le F-111 s'ajustait automatiquement en suivant le contour du relief. Le F-111 pouvait se faufiler sous la couverture radar ennemie sans se faire repérer, mais ce n'était pas un bombardier lourd. La même technologie pouvait peut-être s'appliquer à une échelle plus importante. Le cahier des charges de l'US Air Force pour 1969 exigeait le contrôle à basse altitude et la résistance nucléaire, c'est-à-dire la capacité de l'électronique embarquée à résister à une explosion nucléaire. North American a été de nouveau le premier à répondre. Rebaptisé désormais Rockwell, ce constructeur a soumis un projet qui disposait des dernières innovations technologiques, en particulier une voilure à géométrie variable appliquée à un bombardier lourd à grand rayon d'action. Pour valider le concept, on va procéder à des essais intensifs en soufflerie. Ils ont permis de tester la forme, les proportions et le fonctionnement de ce futur pénétrateur à géométrie variable. Les caractéristiques de vol et les particularités opérationnelles du futur B1 ont été scrupuleusement analysées en miniature. Tout au long de ce processus de vérification, bien des maquettes ont été utilisées. Celle-ci est construite en matériaux non réfléchissants pour absorber les ondes radar comme le B1. Elle est installée sur une plateforme mobile. On peut ainsi vérifier sa capacité à échapper au radar sous n'importe quel angle. Cette maquette est la dernière. Elle a été réalisée grandeur nature. Elle permettait aux constructeurs et à l'Air Force de se faire une bonne idée de l'avion réel. À cette époque, on ne disposait pas encore d'ordinateur pour cela. Cette maquette, grandeur nature, était en fait la dernière occasion de procéder à quelques retouches avant de passer à la fabrication du prototype, ce qui coûte très cher.
Les moindres détails, tels l'articulation des portes et des panneaux d'accès, sont fidèlement reproduits. De cette façon, les équipes au sol et les équipages peuvent procéder à leur propre évaluation. Ces maquettes de munitions, à l'extérieur de l'appareil ou dans sa soute à bombe, ont l'air plus vraies que nature. De même pour le cockpit. Le mécanisme d'articulation des ailes fonctionne exactement comme sur les appareils de production. Pour ceux qui réalisent les maquettes, arriver à une telle perfection n'est pas facile. Mais la construction de la machine proprement dite va poser des problèmes autrement plus ardus. Sur les premiers F-111, il y avait eu des problèmes avec les pivots d'articulation des ailes. Et le B1B était prévu pour supporter des charges bien plus importantes que le F-111. Cet élément a été soumis à des tests particuliers et très sévères. Tout sera fait comme d'habitude pour que les équipages soient le mieux protégés possible. Et sur le B1, ce n'était pas facile. Les ingénieurs de Rockwell ont retenu la même solution que ceux de General Dynamics pour le F-111. Une capsule éjectable pour tout l'équipage. Mais sur le B1, avec 4 personnes à bord, elle devait être beaucoup plus grosse. Il y avait le problème des forces encaissées par l'équipage au moment de l'éjection, mais surtout le choc au moment de l'impact au sol de la capsule. La capsule du F-111 fonctionnait, mais sur le B1, les problèmes se retrouvaient multipliés. À l'arrivée au sol, les équipages risquaient d'avoir la colonne vertébrale brisée. Des coussins d'air gonflables instantanément au moment de l'impact ont été mis au point. Compte tenu de la nature des missions du B1, ces coussins étaient prévus pour fonctionner aussi bien en cas d'atterrissage que d'amérissage. Pendant ce temps, la construction des 3 prototypes a commencé à Palmdale, en Californie. Le projet B1 était désormais en route, même si son avenir à long terme était loin d'être assuré. Son financement, comme d'ailleurs celui de la plupart des programmes de défense importants, n'a jamais cessé de poser problème. Le Sénat critiquait le coût de ce projet et il y avait aussi les traditionnelles rivalités interarmes. Tout cela posait autant de problèmes aux dirigeants de Rockwell que les technologies nouvelles à leurs ingénieurs. Pour vérifier la solidité du B1, on a réalisé une plateforme spéciale. Au bout du compte, après des années de gestation et des mois de construction, le premier B1 est présenté le 26 octobre 1974. Ses formes élancées étaient encore renforcées par sa peinture blanche. À l'époque, c'était le plus gros avion à géométrie variable. Le 23 décembre 1974, le premier B1, numéro de série 740158, roule sur la piste de Palmdale. Il va voler pour la première fois. Au départ, on avait prévu 5 prototypes pour les essais en vol et 2 pour les essais de structure. Mais les coupes budgétaires ont réduit leur total à 3. Le second et le troisième appareil ne devaient pas être disponibles avant 1 an. On a donc pris beaucoup de précautions pour ce vol inaugural du premier prototype. En l'absence d'un appareil de remplacement, sa perte aurait pu signifier la fin du programme. C'est pour cela que son premier vol, très court, jusqu'à la base Edwards, s'est effectué train-sortie. Pas question non plus de faire pivoter les ailes. Les 2 membres d'équipage ont tout de même fait fonctionner les tuyères variables des réacteurs. Ce système complexe a parfois été surnommé « plume de dinde ».
Contrôler la poussée de chaque moteur, qui approche les 15 tonnes avec la post-combustion, est fondamental. Edwards est le centre d'essai habituel des appareils militaires. Autrefois, cette base s'appelait Muroc. C'est ici que se sont déroulés un grand nombre de programmes d'essai. C'est ici, dans la sécheresse du désert californien, que le premier B-1, qui renfermait les espoirs de Rockwell et de l'Air Force, allait subir le plus sévère des programmes d'essai en vol. Pendant ce temps, ces détracteurs étaient à l'affût de la moindre de ces défaillances pour renforcer leur dossier. Le coût de ce projet avait déjà dépassé ses prévisions. La décision du gouvernement de réduire le nombre de prototypes n'avait fait qu'augmenter le coût de chacun. La décision d'étaler les livraisons avait aussi posé des problèmes aux 3000 sous-traitants. La logistique était un véritable cauchemar. Le B-1 avait réussi son premier vol, mais son avenir restait incertain. L'opposition rencontrée par ce projet ne venait pas de ses performances proprement dites. Les arguments étaient plutôt politiques, stratégiques et théoriques. L'Air Force avait-elle vraiment besoin d'un nouveau bombardier ? Quelle était la valeur réelle de la théorie de la dissuasion contrôlée? Et dans ce contexte, il est revenu aux ingénieurs et aux pilotes d'essai de prouver l'utilité de leur super bombardier. Les essais ont continué avec beaucoup de précautions car c'était le seul B-1 volant. Il fallait maintenant procéder aux essais de rentrée et de sortie de son train d'atterrissage. Ce système était très grand et très complexe. Quelques années auparavant, à l'époque où Rockwell s'appelait encore North American, pendant les premiers essais du XB-70 Valkyrie, son train d'atterrissage n'avait pas fonctionné correctement. Mais cette fois-ci, le passage en configuration lisse, c'est-à-dire train rentré, s'est fait sans problème. Ce train était très compliqué, il y avait eu beaucoup d'essais au sol auparavant, mais seul compte ce qui se passe une fois en l'air. Au cours de l'année 75, l'unique Rockwell B-1 volant a satisfait à tous les essais, y compris ceux de ses ailes à géométrie variable. On a aussi procédé à des essais des 4 réacteurs double flux General Electric F-101 et on a enfin testé la procédure de ravitaillement en vol. Elle était indispensable malgré le rayon d'action du B-1. Ces essais se sont faits d'abord à très haute altitude, à plus de 50 000 pieds. Ensuite, à très basse altitude, en dessous de la couverture radar ennemie, à moins de 200 pieds, 60 mètres et à près de 1000 km/h. Dans de telles conditions, les ailettes du système de contrôle à basse altitude étaient essentielles. Avec les restrictions budgétaires, seuls 3 prototypes seront construits. Le premier, destiné aux essais en vol, le second, aux essais de résistance de structure. Fin 1975, ces essais de résistance étaient terminés. Le prototype pouvait être équipé pour voler, mais il ne sera pas prêt avant le mois de mai de l'année suivante. Le troisième appareil, lui aussi destiné aux essais en vol, sort en janvier 1976. Il devait servir à tester l'électronique, en particulier un nouveau système mis au point par Boeing.
Dans le cockpit, une batterie d'indicateurs et de cadrans entoure les écrans cathodiques. Les manches sont du même type que sur les avions de chasse, ce qui est rare sur un gros appareil. Juste derrière le pilote et le copilote, il y a les sièges des deux autres membres d'équipage. Les systèmes électroniques d'attaque et de défense utilisent le NEC plus ultra de la technologie radar, à la fois pour identifier des cibles et contre les chasseurs ennemis. On est loin des mitrailleurs coincés à l'arrière des B-17. L'équipage du B-1 a droit au confort, mais au combat, il doit affronter le même genre de risque. Les essais des 3 prototypes se sont poursuivis. Leur vitesse et leur plafond autorisé ont été progressivement poussés. Finalement, la production d'un 4e exemplaire a été autorisée en août 1976. Avec ce B1 supplémentaire, le programme semblait devoir survivre à ces critiques. Beaucoup de problèmes avaient été résolus. Il était désormais certain que le bombardier B1 Rockwell serait produit. Mais le 30 juin 1977, le projet est abandonné par la nouvelle administration Carter et le programme est arrêté. Son coût de 100 millions de dollars l'unité était une des raisons, mais ce n'était pas la seule. Il y avait aussi les résultats d'une autre expérimentation en cours associant un missile Minuteman à un avion gros porteur. L'idée était de lancer le missile à partir de l'avion. Si le C-5 se révélait capable de lancer le missile en vol, cette combinaison pouvait représenter un système de dissuasion contrôlé d'un coût beaucoup moins important que le B-1. La survie d'un avion aussi gros près de la zone des combats est difficile à assurer, mais la portée supplémentaire de ces missiles pouvait contribuer à la dissuasion, à condition que le système fonctionne. Cette formule n'a pas été adoptée, mais le lancement d'un missile intercontinental à partir d'un avion était un exploit spectaculaire. Et cette combinaison possède encore un certain potentiel. Les missiles de croisière ont représenté une menace beaucoup plus sérieuse pour le B-1. Ce sont des armes très sophistiquées et extrêmement meurtrières. Pour leur lancement, leurs ailes et leur empennage sont repliés. On peut ainsi en charger un grand nombre dans les soutes-à-bombes d'un B-52 et sous ses ailes. Le programme des missiles de croisière, poussé par l'administration Carter, a prolongé la durée de vie des vieux B-52. Ils redevenaient des vecteurs de dissuasion utilisables. Un missile de croisière est équipé de petits réacteurs conventionnels. Avec ses ailes et sa vitesse subsonique, il rappelle curieusement le V1 allemand. Mais 30 années d'évolution technologique ont permis de lui rajouter quantité d'équipements. Par exemple, un radar de poursuite de terrain comparable à celui du F-111. Le résultat était une arme économique et efficace qui rallongeait à la fois la portée et la durée de vie des B-52. Une chose était sûre, après l'annulation du programme B-1 par l'administration Carter, le B-52, si vieux soit-il, était destiné à rester longtemps l'unique vecteur à longue portée de la dissuasion américaine et un vecteur susceptible d'être rappelé au dernier moment. Il était bien sûr possible de prolonger cet avion remarquable, mais à long terme, il était impératif de disposer d'une nouvelle plateforme de lancement. Malgré le renfort des F-111 et des missiles de croisière, la force de frappe stratégique américaine commençait à s'affaiblir. Il avait bien sûr été question de transformer des appareils de transport pour lancer des missiles de croisière,
mais on savait depuis longtemps que pour survivre à proximité d'un espace aérien ennemi, un appareil devait être spécialisé. Un appareil de transport équipé de missiles disposait d'un potentiel limité par rapport à un éventuel successeur du B-52. Un pénétrateur à grand rayon d'action était indispensable. L'administration Carter avait annulé la production en série des B-1, mais elle avait continué de financer les essais des 3 prototypes existants et autorisé aussi la fabrication d'un 4e. Avec ces 4 prototypes, Rockwell a commencé à faire ressurgir son projet. Mais l'annulation de ce programme remontait déjà à bien longtemps et maintenant, pour être fabriqué, le B-1 devait être profondément modifié. D'une certaine façon, le temps avait joué en sa faveur. De nouvelles idées avaient vu le jour et leur validité pouvait être vérifiée grâce aux appareils d'essai disponibles. Le plus grand changement dans la pensée des stratèges portait sur la vitesse. À l'origine, le B-1 devait pouvoir voler à plus de 15 000 mètres et à des vitesses supérieures à 2 fois la vitesse du son. Ensuite, à l'approche des radars ennemis, il était censé descendre en dessous de 60 mètres à vitesse subsonique et effectuer son approche finale sans être repéré. Selon les nouvelles théories, la vitesse de Mach 2 n'avait pas vraiment de valeur stratégique. Désormais, un pénétrateur devait voler relativement lentement, 1000 km/h et au ras du sol. La réduction de sa vitesse devait permettre de le doter d'autres atouts et d'en limiter son prix. On a cherché aussi à réduire son éco-radar en utilisant de nouveaux matériaux non réfléchissants. Sur l'écran radar ennemi, le nouveau bombardier apparaissait 100 fois plus petit qu'un B-52. Pour allonger au maximum son rayon d'action, on a beaucoup travaillé sur le ravitaillement en vol. On a aussi modifié son habitacle. La capsule d'éjection, qui n'avait jamais été d'une grande fiabilité, a été remplacée par des sièges éjectables conventionnels. Ils étaient suffisants sur un appareil plus lent. L'administration Reagan annonce en octobre 1981 la construction de 100 bombardiers Rockwell rebaptisés B-1B. Il y avait en fait urgence à trouver un successeur au B-52. Les 4 prototypes, qui avaient déjà tant servi, ont été rebaptisés B-1A et ont continué à participer au programme d'essai. Sans l'existence de ces 4 appareils, le B-1B, le bombardier ressuscité, n'aurait jamais vu le jour. Le B-1B avait un grand nombre de caractéristiques complètement nouvelles. Il avait par exemple une nouvelle soute à bombe très améliorée. Elle pouvait accueillir différentes sortes d'armements ou des réservoirs supplémentaires. Compte tenu de leurs résultats, les missiles de croisière devaient pouvoir être embarqués à son bord. Comme successeur du B-52, le B-1B devait pouvoir accepter des armements nucléaires ou conventionnels dans des configurations diverses en fonction de ses missions.
Compte tenu de la flexibilité indispensable et des qualités du B1, il est difficile de croire qu'on avait sérieusement pensé au C5 comme plateforme de lancement de missiles de croisière. Pendant que les essais avec les B1A se poursuivaient, la construction des B1B était en route à Palmdale. Ces 100 bombardiers allaient coûter 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 20 millions de dollars l'unité. L'interruption des programmes précédents avait coûté tellement cher qu'on était désormais certain que le B1B serait effectivement construit et qu'à long terme, il finirait par être rentable. Ce qui a coûté le plus cher dans le B1B, c'est en fait son électronique sophistiquée. Son fuselage est truffé d'antennes et de paraboles radar. Elles servent à nourrir en information ses ordinateurs. Ensuite, à l'aide de ces données, l'équipage prend ses décisions. Pour construire un bombardier, il faut faire appel à un grand nombre de techniques différentes. Elles permettent d'assembler les dizaines de milliers de pièces qui le constituent. À la mi-83, le premier B1B de production est prêt à faire son apparition publique. Il ressemblait comme un frère à son prédécesseur. Il est difficile de faire la différence entre ces appareils et ceux qui ont vu le jour 10 ans auparavant. Il faut un œil exercé pour remarquer les différences dans les entrées d'air ou bien la petite fenêtre de l'opérateur radar. En revanche, ses performances n'ont plus rien à voir. Le B1B vole 2 fois moins vite que le modèle A, mais il utilise des matériaux du XXIe siècle qui le rendent invisible face aux avions et aux missiles ennemis. C'est un de ses principaux atouts. Il peut aussi être appelé jusqu'à la dernière seconde, et cela n'est possible qu'avec les bombardiers pilotés. Cette qualité avait été oubliée dans le passé. Le bombardier piloté a survécu à la concurrence des missiles du type V1. Il a aussi survécu aux missiles de croisière qui devaient être transportés par les vieux B-52, mais il a été éclipsé par les successeurs des fusées allemandes V2. Le bombardier piloté a en fait été dominé pendant 30 ans par les missiles balistiques intercontinentaux. En fait, le bombardier piloté a survécu en utilisant une autre innovation allemande, l'aile à géométrie variable. Au début des années 60, cette idée, très améliorée et utilisée en même temps qu'un radar de poursuite de terrain, a été appliquée au F-111, un bombardier intermédiaire d'attaque remarquable. Au début des années 70, ce concept a encore été poussé sur le B1. Il représentait le summum en matière de bombardiers pilotés à grande vitesse et à grand rayon d'action. Mais il a fallu encore une décennie pour découvrir de nouveaux matériaux plus modernes et une nouvelle génération d'électronique embarquée pour arriver finalement au B1B. Ce chef-d'œuvre de haute technologie a fini par voir le jour. Il volera certainement encore au XXIe siècle et finira probablement par devenir aussi légendaire que son prédécesseur, le B-52. Mais aujourd'hui déjà, le B1B, le bombardier ressuscité,
et sans conteste un avion de légende.